Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Semaine du cerveau, cette édition 2026 qui va partir à la découverte du langage. Alors le langage, c'est ce qui nous permet de nous comprendre, de transmettre des idées, de raconter des histoires, d'exprimer des émotions, bref, de vivre ensemble. Mais le langage, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue du cerveau. En quelques fractions de secondes, le cerveau va transformer des sons en mots, des mots en phrases et des phrases en sens. Il nous permet d'exprimer des pensées abstraites, de parler du passé, de parler du futur, de parler des choses qui n'existent pas. Donc comprendre le langage, c'est avant tout comprendre ce qui fait de nous des êtres humains. Alors cette édition est un peu spéciale parce qu'elle est organisée en partenariat avec le Pôle national de recherche Evolving Language, qui s'intéresse à comprendre comment le langage est apparu et comment il évolue. Donc ce pôle national de recherche, dont beaucoup de chercheurs se trouvent à l'Université de Genève, réunit des chercheurs de différentes disciplines, que ce soit des neurosciences, de la biologie, de la psychologie, de la linguistique ou de l'informatique. Ces chercheurs étudient comment le cerveau permet le langage, comment on l'acquiert et comment le langage évolue au fil du temps et des cultures. Alors, pendant toute cette semaine, nous allons donc explorer le langage sous toutes ses formes. Donc, ce soir, nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau qui parle. Demain, nous allons nous intéresser au développement du langage chez l'enfant et à l'apprentissage des nouvelles langues. Mercredi, nous verrons comment le cerveau peut parfois perdre la parole et comment, grâce aux avancées en neurosciences, on peut aider à la récupération. Jeudi, il sera question de communication non verbale, les gestes, la posture, le regard. Et nous parlerons aussi des émotions vocales chez les primates non humains pour mieux comprendre ce qui nous rapproche d'eux. Et finalement, nous terminerons la semaine avec un sujet très d'actualité, le langage de l'intelligence artificielle. Nous verrons les similitudes, mais aussi les différences entre la manière dont le cerveau humain et les machines traitent le langage. Et nous le ferons de manière originale, parce que nous aurons une conférence qui sera ensuite suivie d'un spectacle, un spectacle qui mêlera des textes issus de l'intelligence artificielle avec de l'improvisation humaine. Alors revenons plutôt à ce soir. Donc, ce soir, nous allons avoir une sorte de conférence d'introduction sur le cerveau et le langage. Nous allons voir comment notre cerveau organise les mots, comment il relie leur signification et comment il s'adapte à la langue que nous apprenons dès l'enfance. Et nous verrons aussi quelles sont les méthodes qui sont utilisées par les chercheurs pour observer ces mécanismes qui sont si fondamentaux. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir Nina Kasanina qui va nous parler de ce sujet. Nina Kasanina est co-directrice du Pôle national de recherche Evolving Language. Elle est aussi professeure au département des neurosciences fondamentales à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle a étudié la linguistique et a mené des recherches dans différents laboratoires à travers le monde. Ces recherches portent sur les mécanismes neuronaux qui sous-tendent le traitement du langage. Elle utilise pour ça des techniques non invasives d'imagerie, comme l'EEG. Mais elle s'intéresse aussi à d'autres sujets, comme la cognition numérique, la navigation spatiale ou l'action motrice. Et elle a aussi une approche évolutionnaire autour de la capacité linguistique humaine. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Merci Mona pour ton introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravie d'être ici et de pouvoir discuter avec vous d'un sujet que je trouve sans cesse fascinant et fondamental pour l'être humain. Et je voudrais partir de mon titre et poser la question « Qu'est-ce que se trouve à l'intérieur du cerveau qui parle ?» Le contenu est vaste et surprenant, comme nous allons le voir très rapidement. Et pour ce faire, je voudrais commencer par une petite démonstration. Je vais vous donner quelques exemples de formes du mot français qui n'existent pas. Et je voudrais vous demander de juger si cette forme peut être un nouveau mot du français ou non. Par exemple, pour servir à nommer un objet nouvellement inventé. OK. Commençons ici. Nous commençons avec... Oups. Et maintenant, ça ne marche pas. OK. Mieux père.
Est-ce que c'est un... levez la main si vous pensez que c'est un mot légitime ou probable, possible du français. Ce n'est pas un mot, mais si c'est possible, si cette forme est légitime, levez vos mains. OK. Je crois qu'il y a assez de mains là, et je propose que vous regardez autour de vous pour savoir l'opinion de la majorité. On continue comme ça pour quelques autres mots. Lentille, c'est possible ou non? Qui pense que c'est possible? Possible, légitime, oui. Oui? Est-ce que je vois de... Oui. Qui pense que c'est impossible comme un mot de français? OK. Il y a pas mal de mots. OK. Ne prêtez attention à la forme écrite. En fait, c'est mieux que si vous juste jugez par le son. OK? En fait, il y avait, disons que c'est oui. Continuons. Le string. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un mot possible? Je vois oui, je vois 2 mots, mais c'est tout. OK, il y a un mot, 2, 3. Mais la plupart des gens, il me semble, pensent que c'est une forme pas légitime. Continuons. Tlapir, tlapir. Non, OK, j'entends non. Rtak. Non. OK. Et palstrin. Palstrin qui pense que oui? OK, il y a beaucoup de monde là. OK, palstrin, c'est un oui. Et voici tous les mots que nous avons vus ensemble. Et vous savez que la plupart étaient d'accord que les 3 mots au-dessous sont les mots légitimes du français et les autres 3 ne sont pas légitimes. Mais ce n'est pas vraiment enseigné à vous à l'école, n'est-ce pas? Comment vous êtes tous d'accord comme ça? Et c'était une petite démonstration de la fait qu'il y a une connaissance dans votre cerveau, la connaissance linguistique. Cette connaissance n'est pas simplement un répertoire du fait sans aucun ordre, c'est en fait un système bien organisé et bien structuré. C'est un système de symboles, ici les sons, ou plus précisément les phonèmes, et des règles qui s'appliquent à eux. Et cette approche au langage en tant que système est née ici à Genève il y a environ 25 ans grâce à un professeur de l'université à Genève qui s'appelait Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure a donné un cours très célèbre qui s'appelait le cours de linguistique générale entre 1907 et 1911. Le cours a été donné dans le bâtiment de Bastion que vous voyez là, juste au milieu du parc de Bastion. Et maintenant, aujourd'hui, on peut trouver l'auditoire qui est dédié aux mémoires de Ferdinand de Saussure. Ce cours a été très spécial parce qu'il a présenté les principes du langage comme système et ce cours a eu un effet profond sur la linguistique théorique partout dans le monde. Ce cours a souligné la distinction entre la langue, comme l'anglais, le français, l'espagnol, etc., et le langage, comme la faculté générale de communiquer par signes linguistiques qui ont plusieurs dimensions, y compris une dimension biologique dont je vais parler plus tard. Et pour l'instant, je voudrais vous donner... vous présenter comment ce système fonctionne dans le cerveau. Et je commence par le domaine de la phonologie. C'est la matière de son du langage. Et comme tous les sons de la parole sont des objets acoustiques qui varient selon des dimensions physiques. Par exemple, la fréquence, l'intensité, la durée, la source du son, etc. Ensuite, les sons forment des regroupements qui aussi sont appelés les clusters parfois, dans un espace acoustique multidimensionnel. Et ici, par exemple, vous voyez 2 groupes de sons. Les groupes de sons D, c'est la consonne sonore, et le groupe de sons T, la consonne sourde.
Et vous voyez que les deux sons, il y a deux groupes, et dans la plupart des langues, comme en français, anglais, russe, espagnol, etc., ces deux sons sont perçus comme différents. Et c'est normal parce que les deux sons sont physiquement différents. Et dans ce cas, on décrit les sons comme des phonèmes distincts. Et une des faits des phonèmes distincts, c'est qu'ils forment des paires minimales de mots. C'est-à-dire que changer D en T vous donne un nouveau mot avec une nouvelle signification, comme disons d'où, tout, où on change D et ça devient T. Les mots sont absolument différents. Et c'est normal, mais il y a des langues différentes, comme par exemple le coréen, qui aussi possèdent les deux sons, les deux consonnes, mais en perception, les auditeurs coréens ne les distinguent pas. Et c'est vraiment paradoxal, parce qu'ils les produisent différemment, mais dans la perception, les deux sons sont regroupés dans la même catégorie. En ce cas, on dit que les deux sons représentent la même phonème, ils sont des variantes de même phonème, et bien sûr, il n'y a aucune paire minimale de mots possible parce qu'il n'y a pas de distinction qui est perceptable. C'est un exemple de la connaissance phonologique absolument paradoxale chez les Coréens. Parce que là, en perception, ils choisissent de regrouper les deux sons qui sont physiquement différents. Et la question que je voudrais poser, c'est comment cela se passe-t-il? Est-ce que leur cerveau perçoit bien la différence au début et puis après, les deux sons sont regroupés plus tard comme une catégorie? Ou est-ce que le cerveau considère les deux sons comme équivalents dès le début? Et plus généralement, je voudrais aussi discuter où et à quel moment la décision de traiter les deux sons comme distincts ou pareils est prise. OK. Et pour aborder ce type de questions, on utilise des techniques d'enregistrement de cerveau qui s'appelaient EEG, électroencéphalographie, ou MEG, magnétoencéphalographie. Ce sont des techniques non invasives qui absolument passivement enregistrent l'activité électromagnétique des neurones juste à l'extérieur de la tête, au niveau du cuir chevelu. Et la résolution temporelle de cette technique est très précise, à l'ordre d'une milliseconde. Dans chaque cas, vous voyez que les capteurs sont ici intégrés dans le bonnet en cas de EEG ou dedans le casque au cas de MEG, sont positionnés près de la tête et enregistrent l'activité cérébrale tandis que le participant est engagé dans une tâche. Ici, par exemple, dans cette vidéo, vous voyez que la participante regarde des photos d'individus. Ça va apparaître ici maintenant. Et la décision qu'elle doit prendre, c'est si la personne est connue ou inconnue. Dans les tâches linguistiques, notre stimuli ne sont pas les images des individus, c'est plutôt les sons ou les phrases ou l'autre stimuli linguistique. Et ici, vous voyez l'enregistrement de 12 capteurs. Chaque capteur est représenté par une ligne colorée dans ce graphique. Et les 12 capteurs vous montrent l'activité cérébrale pendant 6 millisecondes. Il y a 6 millisecondes sur l'axe abscisse. Et comme ça, on peut analyser cette activité et ça nous permet de déterminer ce qui se passe dans le cerveau pendant la tâche d'intérêt. Et comme notre intérêt est lié à la perception de son, on s'intéresse au système auditif.
Et comme tous les systèmes de perception, le système auditif est organisé d'une manière absolument remarquable et complexe. Mais en bref, le son pénètre dans l'oreille externe et ça fait vibrer le tympan qui est ici, pardon, j'oublie que mon clicker n'est pas projeté. Le son entre par l'oreille externe, comme j'ai dit, puis elle fait vibrer le tympan, c'est 1 sur ce graphique, et le tympan passe les vibrations à l'oreille moyenne. C'est plutôt cet endroit de flèche jaune. Et après, les vibrations sont passées à un organe très, très important pour l'audition qui s'appelle la cochlée. La cochlée a le nom cochlée parce que ce nom vient du grec où ce mot signifie un escargot. Et vraiment, vous voyez qu'il y a beaucoup de ressemblances entre un escargot, un animal, et cet organe-là. Le cochlée est absolument critique pour l'audition parce qu'elle décompose les sons et elle passe les vibrations aux nerfs auditifs, aux nerfs cochléaires, qui prend le son décomposé, comme les impulses électriques maintenant, et pas vibrations mécaniques, au tronc cérébral. Après, il y a quelques relais dans le tronc cérébral, c'est là en fait un bron, et vous voyez que ensuite le son est passé au thalamus, c'est les parties vertes dans ce graphique, et ensuite le son est passé au cortex, aux régions rouges là, qui s'appelle le cortex auditif. Okay? Et c'est là où le cortex traite les sons. Il inclut les sons de la parole. Cette région est localisée dans le lobe temporal. Et sur cette scan image IRM, vous voyez la même région, le cortex auditif, qui est activé dans ce cas. Vous voyez ici à gauche l'hémisphère gauche avec le cortex auditif. Et là, vous voyez la projection frontale avec les 2 cortex auditifs dans chaque hémisphère, encore illuminé par le tache ici. OK. Revenons maintenant à notre phénomène coréen où les sons D et T sont perçus comme identiques. Nous avons utilisé ici la MEG. Maintenant, on sait ce qu'est la MEG pour enregistrer l'activité cérébrale de locuteurs coréens exposés à une séquence de syllabes où la syllabe comme vous voyez là, où la syllabe da était fréquente et la syllabe ta était rare. La séquence sonnait ainsi comme da, 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 ta, da, 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 ta, da, 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 ta, etc. Et nous avons également recruté un groupe de contrôle dont les participants parlaient une langue qui distinguait très bien D et T. Nous avons choisi le russe parce qu'acoustiquement, les 2 consonnes sont très semblables en russe et en coréen. Et sur ce graphique, nous montrons la réponse moyenne à da, c'est la ligne bleue, et à ta, c'est la ligne rouge, enregistrée par les capteurs qui mesuraient très bien l'activité du cortex auditif. Okay? Sur l'axe d'abscesse, vous voyez le temps. Je vous montre le son qui commence à 0 millisecondes et continue pendant 100 millisecondes. Mais vous voyez l'activité du cerveau pendant 400 millisecondes qui suit le son. Et sur ce que vous voyez dans le groupe russe, c'est que la réponse à da et ta était presque identique pour la première 100 millisecondes, mais après, vous voyez qu'il y a une pique là qui est différente dans les 2 cas.
Vous voyez, c'est maintenant souligné par la boîte jaune. Et là, vous voyez les différences que le cerveau a enregistrées entre les deux sons. C'est juste normal, n'est-ce pas? Les deux sons sont différents. Mais au cas de coréenne, il n'y a pas de différence dans la réponse du cerveau. Et vous voyez que pendant tout le temps, le cortex auditif n'a pas noté la différence. Vous pourriez penser que les Coréens probablement n'étaient pas attentifs, ne pas prêter l'attention, etc. Nous pensons la même chose, mais pour ça, on a eu la condition de contrôle. Et ici, nous avons présenté les deux groupes avec encore une séquence de sons, mais maintenant, c'est les tons purs, des bips. C'était comme ça, en fait. Très simple comme ça. Et vous voyez dans les réponses ici que les deux groupes étaient presque identiques en montrant la réponse de différence dans ce cas de différence qui était de ton pur. Puis on peut tirer quelques conclusions ici. La première chose, c'est que le cortex auditif s'occupe des sons de la parole de manière précoce, tout comme des sons plus simples tels que les tons purs. Pourquoi? Parce que vous voyez que la réponse de la différence apparaît au même temps, n'est-ce pas? Après, disons, après une centaine de millisecondes après le son. La deuxième chose, c'est que le cortex auditif ne traite pas les sons de la parole de la manière objective. C'est parce que la même paire de sons a produit des réponses très différentes chez les locuteurs russes et les locuteurs coréens. Plutôt, la réponse du cortex auditif représente la valeur fonctionnelle des sons dans la langue du locuteur. Les différences sont amplifiées si la différence est importante pour le sens du mot, et la différence est atténuée si ce n'est pas le cas. C'est étonnant, en fait, que nous n'attendions pas les choses dans la manière identique parmi tous les locuteurs dans toutes les langues. C'est peut-être une mauvaise nouvelle de quelque côté, mais c'est une très bonne nouvelle, c'est un très bon principe pour le système qui a pour le but d'échanger l'information et de faire ça dans une manière rapide et stable. Comme ça, on doit vraiment supprimer des choses qui ne sont pas importantes, toutes sortes de différences, et de garder juste les choses qui sont importantes pour le sens, ici le sens lexical du mot. OK. Et si c'est le cas, on peut demander comment cette différence entre les locuteurs coréens et les locuteurs russes ou anglophones ou francophones apparaît. Est-ce que c'est le cas, par exemple, qu'il y a des différences génétiques? Est-ce qu'il y a d'opinions comme ça, que ça peut être une différence génétique? Non. Pourquoi? C'est exactement la réponse que... OK. Puis pour que tout le monde pourrait entendre ça, la réponse était, merci beaucoup pour ça, que si on adopte un enfant coréen dans une famille, disons, francophone, ce n'est pas du tout le cas que l'enfant ne peut pas distinguer les deux consonnes ou parle le français avec un accent, n'est-ce pas? Il devient un francophone parfait. Puis ça doit être vraiment le contexte dans lequel l'enfant se trouve qui détermine la capacité acoustique de distinguer les sons de parole. Et si c'est le cas, on peut demander les questions, on peut préciser les questions et demander comment, quand pendant le développement, cet biais maternel de la langue maternelle apparaît. Et ici, il y a de la recherche qui vient
avec des nourrissons qui nous donnent la réponse à cette question. Vous voyez ici les réponses au contraste au contraste de deux phonèmes, de deux sons, et le comportement des enfants américains en rouge et enfants japonais en bleu. Vous voyez que à l'âge de 6 à 8 mois, le comportement et la capacité de distinguer les deux sons étaient absolument identiques dans les deux groupes d'enfants. Mais ce contraste est en fait important en anglais. C'est le contraste entre re et le, okay? Comme ri et li, par exemple. Mais le contraste comme ça n'est pas du tout important en japonais. C'est le même phonème. Et vous voyez que quelques mois plus tard, à l'âge de 10 à 12 mois, les enfants américains continuent de distinguer les deux phonèmes. En fait, ils le font mieux qu'auparavant, mais les enfants japonais ont baissé dans leur capacité de distinguer les deux phonèmes. Puis ce biais de la langue maternelle développe pendant la première année de la vie de l'enfant. Et vous pourriez demander en fait comment on sait ce que l'enfant pense, s'il peut distinguer des consonnes ou non. Je vous montre juste une petite vidéo qui démontre la technique qu'on utilise pour ça. Vous voyez, en fait, c'est de tester les enfants et de savoir ce qui est dans leur tête. C'est vraiment une forme de l'art qui exige beaucoup de connaissances techniques ainsi que des designs expérimentaux très élégants. Et voici un exemple comme ça qui vient du labo d'une chercheuse très bien connue dans ce domaine, Janet Worker. Worker trains babies to turn their heads whenever they hear a change in... J'ai oublié de dire que la vidéo sera en anglais, mais il y a des sous-titres. Okay? Worker trains babies to turn their heads whenever they hear a change in sound by rewarding them with a view of a musical bunny. Soon, babies are turning their heads the moment they hear a change, anticipating the bunny. Headphones prevent the adults from hearing the speech sounds and accidentally cueing the baby. Hey Shane, are you ready? Worker can now find out if this 6-month-old can hear the difference between two English sounds. She keeps the baby engaged until phonemes are played over a speaker. Da, 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 ba. This baby can hear the difference between B and D. In fact, even newborns can tell them apart. Good boy. The phoneme will change from one kind of D to another. The two sound distinct to speakers of Hindi, but adults who only speak English can't hear the difference. Da, 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 da. The baby hears the difference between the two sounds, one of which she's never heard before. OK. Est-ce que vous avez entendu la différence entre les deux? Okay. Oui, OK, bien. S'il y a quelqu'un qui l'a entendu, ça signifie la capacité musicale, une oreille musicale très précise et fine, mais ce n'est pas vraiment la capacité qui a donné à tout le monde dans l'âge adulte. OK. Et plus récemment aussi, on pourrait soutenir cette conclusion que les enfants commencent de perdre la capacité universelle de distinguer tous les sons pendant cette première année en utilisant la technique EEG. Ici, vous voyez un bébé qui porte le bonnet EEG, et vous voyez les deux types de réponses au contraste natif qui est important et au contraste non natif qui est pas important. Les deux sons qui sont présentés dans chaque cas sont représentés par la ligne noire et la ligne rouge ou bleue. Et vous voyez qu'il y a une grande différence dans le cas d'un contraste natif, mais pas
dans le contraste étranger. Et pour conclure cette section, je voudrais dire qu'il y a une motto qui est très bien connue dans le développement du langage, que l'enfant, dans la première année, fait la route de l'auditeur universel à le prisonnier de la langue maternelle. Puis, pour nous, c'est une conclusion qu'on doit faire quand on décide si, par exemple, de présenter un enfant avec des langues étrangères. C'est une bonne idée de faire ça plus tôt que plus tard parce que la fenêtre d'opportunité ferme un peu pendant la première année, puis ça reste ouvert pendant les premières, disons, 10 ou 12 ans de la vie, mais après, c'est la chance. OK. Et jusqu'à présent, nous avons parlé de la phonologie des sons, et maintenant, je voudrais, dans la deuxième partie de ma conférence, parler de la syntaxe. Et ici, encore une fois, commençons avec une petite vote. Je vous présente cette jeune fille, elle s'appelle Sophie. Maintenant, je voudrais vous présenter avec une phrase qui va décrire quelque chose, un fait de la vie de Sophie, disons. Et vous devez juger si c'est une phrase qui... vous devez juger l'interprétation de cette phrase. La phrase, c'est « Sophie a oublié qu'elle a une grande valise ». Et ce que je voudrais savoir, si cette phrase peut correspondre à l'image ici, où Sophie a oublié que Sophie elle-même a une grande valise. Combien de vous pensent que cette interprétation est possible? OK, je vois des mains. Oui, beaucoup de vous. Merci beaucoup. Cette interprétation est vraiment très naturelle, n'est-ce pas? Sophie a oublié qu'elle a une grande valise. Qui a oublié la grande valise? Sophie, oui. Maintenant, la deuxième variante. Ici, encore une Sophie et encore une phrase. Et la phrase maintenant, c'est ça. Elle a oublié que Sophie a une grande valise. Et la même question, combien de vous pensent que cette phrase est compatible avec la situation où Sophie elle-même oubliait qu'elle a une grande valise? Non? Personne. OK. Et c'est vraiment... il y avait vraiment... Est-ce qu'il y a un moment là? Non, je crois pas que non. Il y avait vraiment un consensus parfait ici. Et encore une fois, c'est la même question. On n'a pas appris ça à l'école. Ce n'est pas notre maman qui a pris le temps de nous dire comment d'interpréter les pronoms. Mais quand même, pourtant, nous sommes tous d'accord. C'est encore absolument parfait ici aujourd'hui. Et comment ça se passe? Pourquoi? Et la réponse de cette question, c'est que le pronom et la raison pour laquelle le pronom peut co-référer avec le nom dans la même phrase, en fait, les deux phrases sont ici. Oups, je les mets comme ça, juste à côté pour que vous pourriez les comparer. Vous voyez que la raison pour laquelle le pronom peut co-référer avec le nom dans la première phrase mais pas à la deuxième, concerne le syntaxe. Qu'est-ce que le syntaxe? Le mot syntaxe vient du grec, où il signifie arranger ensemble, et en fait, ça désigne l'arrangement des mots dans la structure de la phrase. Et la chose suivante que je voudrais discuter, c'est quelles sont les propriétés d'une telle structure syntaxique. Et naïvement, on pourrait penser que les phrases sont juste des séquences linéaires du mot. Le mot provient d'un lexique mental, c'est représenté ici par ce sac, et il forme nous les rassemble dans une séquence linéaire, juste comme des perles enfilées sur le fil. Okay? Par exemple, ici, nous voyons la phrase « Sophie oublie la valise ». Il y a quatre mots suivent l'un l'autre dans une manière linéaire.
Mais cette représentation n'est pas correcte. La représentation correcte, c'est que les mots s'insèrent dans une structure hiérarchique dans laquelle certains mots dominent asymétriquement les autres. Par exemple, ici, Sophie domine tous les autres mots, oublie domine des mots là et valise, etc. Cette structure hiérarchique et asymétrique est une caractéristique fondamentale du système linguistique, sur laquelle tous les calculs linguistiques sont basés et effectués. Et si c'est le cas, ça doit être le cas que le cerveau humain doit représenter cette hiérarchie pour traiter le langage. Et est-ce qu'on peut voir que c'est vraiment que le cerveau vraiment peut suivre cette structure hiérarchique? Pour faire ça, nous voudrons utiliser encore une fois la technique émergée. Maintenant, je vais vous présenter une expérience très élégante qui a été publiée il y a une dizaine d'années, qui utilise la technique qui s'appelle marquage fréquentiel. Et le but de cette expérience, c'est d'étudier si le cerveau construit la structure syntaxique. Vous voyez la première condition dans cette expérience où on présente aux auditeurs anglophones une séquence aléatoire du mot. Tous les mots sont monosyllabiques et tous les mots sont présentés à une durée exacte de 250 millisecondes, soit 4 mots par seconde, soit 4 Hertz. Puis ici, nous avons un rythme de 4 Hertz au niveau de syllabes ou mots parce que les mots sont tous monosyllabiques. Je vais vous le faire écouter, c'est en anglais. Ça sera un peu difficile de comprendre, mais les anglophones le comprennent très bien. Notes, waste, hour, poor, paid, friends, bills, boss, road, dudes, drunk, sang, hummed, fun, games, time, kind, words, warm, hearts, tall, guys, flee. C'est un peu automatique parce que tous les mots sont de la même durée, mais quand même, je crois que vous les pourrez comprendre. Ce n'est pas vraiment la traduction en français, parce que je voudrais utiliser... J'avais besoin de tous les mots monosyllabiques et les traductions n'étaient pas monosyllabiques, mais c'est juste pour montrer le phénomène. Ici, puis on a un rythme très strict acoustique de 4 Hertz, et si on regarde la réponse du cerveau dans le domaine de fréquence, pour savoir quelles fréquences sont enregistrées pour le cerveau, on voit que la réponse est très claire ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de... ici, je montre la réponse au niveau de fréquence de 0 à 4 Hertz, ou 4 un peu plus Hertz. Et vous voyez qu'il y a un pic dans cette réponse très claire à la fréquence de 4 Hertz. Et c'est comme prévu parce que c'est pendant la tâche où les locuteurs étaient présentés avec une séquence qui avait ce rythme très strict de 4 Hertz. Okay? La deuxième condition est plus intéressante, même plus intéressante. Ici, encore une fois, on a des séquences de mots, mais maintenant, les mots sont choisis dans une manière pas aléatoire. Les mots sont choisis dans une manière où tous les deux mots forment une phrase, comme new plans, ou en français c'est bon chat, voix rat, gros chien, morde os, etc., etc. Et en plus, des paires de phrases adjacentes forment une phrase complète. Okay? Bon chat, voix rat, c'est pas vraiment une phrase très comment, mais c'est une phrase de français. C'est pas une phrase de français. En fait, ici, c'est important de dire, l'expérience était en anglais. C'est pas une très bonne phrase en français. J'ai vraiment essayé de faire des équivalents. Mais en anglais, c'est absolument normal d'utiliser des 4 mots comme une phrase comme ça. Okay? Les phrases sont pas fréquentes. Parfois, le sens de la phrase n'est pas très normal, disons, mais les phrases sont quand même bien formées. Et regardons à la réponse. Puis ici, dans cette séquence, nous avons 3 types de rythmes. Il y a le rythme de mots à 4 Hertz, mais aussi il y a un rythme syntaxique de 2 types, si la syntaxe existe. Il y a le rythme de phrase à 2 Hertz,
deux phrases par seconde, n'est-ce pas? Il y a le rythme de phrase complète à 1 Hertz parce qu'il y a une phrase complète par seconde de 4 mots. Est-ce qu'on peut voir les réponses à tous ces niveaux dans le cerveau? Et c'est la réponse à cette question. Vous voyez que, comme dans la condition précédente, il y a un pic à 4 Hertz, comme prévu. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il y a 2 autres pics à 2 Hertz, correspondant au rythme de la phrase, et à 1 Hertz, correspondant au rythme des phrases complètes, avec ces locuteurs. Okay? Et je peux vous rappeler que les participants devaient simplement écouter passivement cette séquence. Les phrases et les structures n'étaient jamais mentionnées et quand même le cerveau détecte spontanément et automatiquement une structure hiérarchique dans l'entrée linguistique. Et ça, c'est vraiment étonnant et c'est une épreuve ou démonstration très forte du fait que la connaissance syntaxique se trouve au plus profond du cerveau. Okay? Et ici, je voudrais, on peut demander où cette connaissance syntaxique se trouve, dans quelle région du cerveau. Nous avons déjà discuté la région marquée en rouge, c'est le cortex auditif. Et les régions qui sont importantes pour la syntaxe sont au-dessus de cette région. En orange, vous voyez la région qui s'appelle le gyrus supérieur. Après, en bleu, vous voyez le gyrus médian temporal du lobe temporal, et c'est le gyrus médian temporal qui contient beaucoup de transformations syntaxiques. Et encore, la partie la plus antérieure du lobe temporal, ici en bleu, c'est le pôle temporal. En même temps, en région bleue encore, dans la partie frontale du cerveau est aussi très important, c'est le gyrus frontal inférieur ou l'aire de Broca, qui aussi est très important pour les calculs syntaxiques. Et ce réseau de régions critiques, en fait, une chose que je voudrais mentionner aussi, ce que vous voyez ici et là aussi dans ce scan image IRM, c'est que je vous montre l'hémisphère gauche. Et c'est l'hémisphère gauche qui est plus dominante pour le langage. Et le réseau des régions que vous voyez, ainsi que cette latéralisation à gauche, détermine si une lésion cérébrale, par exemple à la suite d'un AVC ou d'un traumatisme crânien, entraîne des problèmes du langage, également connus comme aphasie. OK. Il me reste combien de temps? 5 minutes, OK. Dans le temps qui me reste, je voudrais prendre un peu de recul et proposer une vision encore plus globale du langage en tant que capacité cognitive humaine. J'ai mentionné déjà l'idée proposée par de Saussure selon laquelle le langage est considéré comme une structure. Et maintenant, quelques dizaines plus tard, dans les années 50, le linguiste Noam Chomsky, que vous voyez dans cette image, a ajouté à cette perspective l'idée que le langage fait partie intégrante de la biologie de l'être humain. En d'autres termes, il s'agit d'un instinct cognitif. Il a vraiment pensé au langage comme un système et un instinct chez l'humain, et l'a comparé aux autres instincts cognitifs qui existent chez les humains ou des autres animaux, comme disons navigation dans l'espace, cognition numérique, action, vision, etc. Et dans tout ce cas, il s'agit d'un instinct cognitif propre à une espèce particulière. Dans le cas du langage, c'est l'humain. Dans l'autre cas, comme on va voir, c'est d'autres espèces d'animaux. Et dans chaque cas, cet instinct est représenté par un système de symboles et de calculs qui sont appliqués à ces symboles.
Par exemple, vous voyez ici des exemples des espèces qui sont, pour lesquelles la navigation sur les longues distances est essentielle pour leur vie. Comme par exemple ces fourmis ou les oiseaux qui naviguent et se déplacent par très longue distance, ou des chauves-souris ou des abeilles. Je vous donne encore un exemple en vidéo de ce fourmi qui va montrer que les fourmis qui vivent en désert, en ce cas, suivent une trajectoire très, très longue pour trouver sa nourriture. Mais quand il a trouvé la nourriture, il revient au nid dans une manière très minimale, dans une ligne droite. OK, je retourne ici. An ant that regularly leaves its home in these sands and sets out on the longest overland journey made by any insect. It's called Cataglyphis, and it comes out during the middle of the day when other insects die from heat exhaustion. Cataglyphis searches for these casualties when it's so hot that even it seeks relief from the burning surface when it can. At first, it forages randomly over the sand. But when it finds its exhausted prey, astonishingly, it returns in a dead straight line to its nest. It's so hot in the desert that even Cataglyphis has to get back as quickly as possible to its nest if it's not to risk death. These foraging journeys are equivalent in human terms to a trek of 40 miles over completely featureless territory. And yet the ants, even if they wander about in searching for their food, are able to return directly to their nest. How do they... OK, c'est assez pour maintenant. Et c'est-à-dire que vous voyez que le fourmi, vraiment, était très bien comme positionné pour savoir, pas positionné, mais vraiment, il est retourné dans une ligne droite au nid. Et pour faire ça, le cerveau de fourmi doit vraiment calculer tous les petits déplacements que le fourmi a fait, de les additionner et de les situer dans un espace de coordonnées en fonction de quelques repères, permettant ainsi à l'animal de revenir à son point de départ. Et comme les fourmis, il y a des autres espèces, des autres animaux qui calculent leur trajectoire de déplacement avec précision en utilisant des autres trucs. Par exemple, les oiseaux utilisent l'information sur le champ magnétique terrestre de la Terre. Les abeilles utilisent la position du Soleil, tandis que les chauves-souris s'appuient sur les échos sonores pour naviguer. Et chaque fois, la technique de calcul est différente et particulier à une espèce. Et si ça vous surprend, si c'est pas surprenant pour vous, la capacité humaine vers le langage doit être juste comme un autre instinct cognitif qui est fascinant, mais possible. Et ces questions biologiques est un type de question que nous étudions dans notre pôle national de recherche Evolving Language, qui est financé par le Fonds national suisse, comme Mona a expliqué, et dont j'ai le plaisir de faire partie. Ce centre est un grand consortium qui contient d'autres universités comme l'Université de Zurich, UNIN et d'autres institutions en Suisse, et où l'équipe très différentes sont engagées dans la question du langage et de la communication. Nous sommes intéressés non seulement
dans l'évaluation du langage dans le passé, ce qui a conduit à la capacité linguistique que nous possédons aujourd'hui, mais aussi à son évolution au cours de la vie d'un individu, par exemple lors de l'enfance ou pendant toute la vie. Après aussi, lors de la récupération de la capacité linguistique pendant la neuroréhabilitation ou neurorééducation. Et aujourd'hui, puisque d'autres agents qui produisent le langage sont appareils, comme le chat GPT, qui est maintenant une grande partie de notre vie, nous aussi étudions comment cette agence influence l'évolution du langage ou des langues chez les humains. Comme Mona a déjà mentionné, il y a 4 journées ou 4 soirées cette semaine où des questions différentes seront proposées, discutées et abordées. Et je vous invite de venir encore une fois, ou encore 4 fois en fait. Et à ce moment, je termine avec ce slide ici où je propose notre site web ou site Instagram. S'il vous plaît, je vous invite de voir ce qui est disponible dans ce site et je vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci Nina pour cette très intéressante conférence. Et donc maintenant, nous allons prendre des questions du public. Voilà. Voilà. Alors, il y a 2 personnes qui sont là avec des micros. En attendant, je vais juste peut-être commencer par poser une question. Vous avez mentionné que rapidement, en fait, que les musiciens pouvaient être capables, en fait, de distinguer des sons que les non-natifs, les non pouvaient le faire. Est-ce qu'on sait un peu plus sur ça? Est-ce qu'on les a étudiés? Et est-ce que d'autres professions aussi peuvent être capables d'avoir cette capacité? Merci beaucoup pour cette question. La différence que je voudrais montrer avec ce commentaire que tu as mentionné, c'est que dans l'enfance, le langage et la capacité de distinguer n'importe quel contraste, c'est l'instinct. C'est un instinct. On peut le faire pour tous les contrastes qui existent dans toutes les langues du monde. Après ça, pendant la première année de la vie, les contrastes qui ne sont pas utilisés par la langue maternelle sont atténués, comme je dis. Mais aussi, j'ai mentionné qu'en fait, ils sont atténués, mais on peut les reprendre pendant, disons, la première douzaine d'ans de vie. Et après ça, vraiment, quand on devient adulte, physiologiquement, la période, on s'appelle de ça de période critique, ferme. C'est pas vraiment une ferme. Je voudrais pas proposer que c'est vraiment d'un jour à l'autre que cette fenêtre d'opportunité ferme, mais ça ferme plutôt que ça reste ouverte. Et après ça, pour apprendre un langage, c'est comme apprendre n'importe quelle science ou métier ou matière où on peut avoir de talent et de la chance ou pas avoir de talent et de la chance. Et la chance avec le son de langage et l'accent, quand on l'apprend comme une langue étrangère pendant les années adultes, c'est vraiment comment de distinction vous pourriez faire. Et là, l'oreille musicale ou pas musicale, ça aide. Okay. Super. Ok, on va prendre des questions du public. Donc, question. Une question ici tout devant. Attendez que le micro arrive, parce que sinon les personnes ne peuvent pas entendre les questions. Ça va venir tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, si on n'entend pas bien des sons,
pour n'importe quelle raison, si on pourrait les rééduquer en répétant par exemple un son qu'on n'entend pas bien pour après l'entendre, je ne sais pas, dans une musique, dans une chanson. Est-ce que cette expérience a été faite et est-ce que c'est possible? Merci encore pour cette question. Oui, c'est possible à la limite. Généralement, la répétition, c'est un moyen très fort dans beaucoup de conditions, disons dans le contexte de logopédie et aussi dans le contexte d'apprentissage d'une langue étrangère. Mais là, vraiment, j'ai essayé beaucoup de temps de produire ou d'entendre la différence entre le « et » ou quelque chose comme ça en français, et ça reste difficile. Bien que mon oreille musicale n'est pas parfaite, mais elle existe. C'est-à-dire que là, il y aura une limite. Il y aura une limite. Les limites sont plus fortes dans la production qu'en compréhension, mais même pour la compréhension, les limites sont là. Et on peut le voir, par exemple, quand on prête attention à quelque chose, là, les limites, là, on peut vraiment distinguer beaucoup de choses. Mais quand, par exemple, la personne est fatiguée, ou il y a de bruit, ou il y a la prononciation n'est pas claire, mais assez claire pour les locuteurs natifs, les locuteurs étrangers, vraiment, se trouvent perdus. Très bien. D'autres questions? Oui, là-bas, madame. Oui, merci. J'ai une question dans le cas où... ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres parties dans le cerveau qui rentrent en ligne de compte, notamment tout ce qui est mémoire? Et je prends l'exemple de quelqu'un qui deviendrait sourd. Donc, par exemple, une maladie là, qui atteint les femmes. Donc, quelqu'un qui a appris des langues étrangères, qui devient sourd, et avec cette sourdité, apprend quand même une autre langue étrangère. Et ça marche. Comment vous expliquez ça? Merci, oui, c'est un cas très intéressant. Et en fait, les désordres, comme ce que vous mentionnez, nous donnent beaucoup de perspectives dans le système d'organisation du langage ou du mémoire. Mais dans le cas ici, je crois que après que la personne devient sourde, si cette personne voudrait apprendre une langue étrangère, vous parlez d'apprentissage écrit, n'est-ce pas? Parce que là, la surdité prévient de produire les sons ou d'apprendre. Ok. Et après, elle parlait, mais en utilisant les notions qu'elle a déjà eues des langues qu'elle a possédées avant la surdité, n'est-ce pas? Surdité. Et c'est pas du tout impossible d'apprendre une nouvelle langue après la surdité parce que le système du langage n'est pas abîmé par la surdité. C'est justement l'interface entre l'oreille, le son et le langage. Mais la partie écrite du système ou la partie fondamentale est juste comme avant. Oui, sauf le cortex auditif qui ne reçoit pas des sons. Et là, on peut parler de plasticité, etc., un peu de refonctionnement. Mais toutes les autres parties du système sont intactes. Voilà, d'autres questions? Oui, devant là, ici. Il y a deux questions là. Je vous donne ça. Ah oui, c'est ici. Merci. Donc, je voulais savoir, mais j'imagine peut-être qu'on va le voir demain, les enfants âgés jusqu'à 1 an, de 0 à 1 an, ont-ils le même langage quel que soit le pays? C'est-à-dire qu'en fait, ils font des sons, et en fait, je me posais la question tout à l'heure par rapport à la vidéo, que en fait, l'enfant a noté des sons buccaux qu'il fait lui-même, et s'il a été donc il identifie des sons que d'autres enfants il pourrait faire lui-même, et c'est à ça qu'il était du coup sensible.
Et je me demandais si ces sons-là étaient valables à tous les enfants, quel que soit leur pays. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est un langage? Le langage bébé existe-t-il? C'est possible que j'ai manqué une partie de la question. Je voudrais juste répéter. Vous parlez du mouvement buccal, c'est ça? Oh, pardon. Ok, c'était pas une bonne idée de vous donner ce micro. Le bébé, en fait, il va faire des sons quand il est petit. Et en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que c'est un langage propre au bébé et que du coup, ce langage est universel et c'est ce qui fait qu'il reconnaît certains sons que d'autres, puisque c'est son propre langage finalement. Et est-ce que c'est universel, quel que soit le continent? Oui, merci beaucoup. Oui, vous avez noté le fait que le bébé ne commence pas avec le langage parfait, n'est-ce pas? Il commence avec toutes sortes d'imitations ou de mouvements acoustiques, articulaires, pour savoir ce qui est là dans la bouche, disons, c'est pas du tout trivial pour le bébé. Plutôt que le son que vous avez montré, c'est en fait est-ce que c'est babayage? Non, c'est le fait que les bébés produisent les séquences de syllabes. C'est un phénomène universel. Il dit des sons comme ta 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 ta. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est considéré très basique et très important pour le développement du langage. Parce que, et on peut voir que dans beaucoup de langues différentes, les bébés commencent avec le même type de séquence. Disons, ta est très fréquent. On dit que c'est parce que T, comme le son, est un son qui n'est pas du tout marqué. C'est un son comme très facile à faire, etc. Et pour cette raison, beaucoup de bébés font ta, 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 comme ça. Et une autre chose que je voudrais mentionner, c'est que le rythme de cette production de syllabes a de corrélation avec le rythme du langage que le bébé parle. Il y a des langages un peu différents dans le rythme. Il n'y a pas de deux groupes, mais il y a un continuum de rythme des langages. Il y a des langages qui prononcent chaque voyelle très fortement, comme l'italien ou le japonais, et le rythme est très stable et très clair. Il y a d'autres langages qui réduisent beaucoup de syllabes, comme l'anglais, disons, ou le russe, etc. Et là, le rythme est un peu comme une syllabe forte, qui est suivie par une syllabe moins forte. Et la production du bébé dans cette séquence ta 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 est corrélée à la corrélation avec le rythme de la langue maternelle. Voilà, donc il y avait encore une question ici, madame, et une autre question ici, si jamais. Ici, non, en bas, en bas. Oui, merci. Alors ma question est, je crois que vous avez mentionné talent pour les langues à un moment donné. Est-ce qu'on peut dire, souvent je demande aux gens, moi je parle 4 langues, ils me disent, ah oui, mais toi tu es doué. Est-ce qu'on est doué pour les langues ou c'est juste une question d'avoir une bonne mémoire? Et deuxième question, c'est un enfant qui naît déjà avec des parents bilingues, qui grandit en bilingue, et peut développer après un accent dans ces langues qui sont acquises finalement. Voilà. Ok, merci. Pour la première question, ce qui est le talent pour la langue, on voudrait savoir la réponse, mais je ne crois pas qu'il y a une réponse complète. Je vais essayer un peu. C'est comme un parallèle avec qui est un bon, qui court bien, par exemple, ou qui chante bien. De cette perspective biologique que j'ai présentée, c'est un même type de question. Et là, on ne connaît pas pourquoi quelqu'un, disons, chante bien. Mais ce qu'on essaie, par exemple, le mémoire, disons, est-ce que c'est nécessaire que tout le monde qui est doué dans le sens du langage a une mémoire exceptionnelle? Et ce n'est pas vraiment le cas.
Et c'est pas vraiment. J'ai aussi dit, par exemple, présenté qu'il y a des calculs qui sont nécessaires pour le langage. Est-ce que cette personne doit savoir les calculs dans les autres domaines, comme disons le mathématique, très bien? Pas du tout le cas. Puis le langage, c'est vraiment, comme chaque de cet instant, c'est un système. Malheureusement, nous ne comprenons pas le fonctionnement de ce système assez pour répondre à votre question oui, à ce jour-là, mais on espère. Et l'autre partie de votre question, c'était sur les enfants bilingues, non? Voilà, si comme deux langues différentes, par exemple le russe et l'espagnol, devraient être parfaites, est-ce qu'il n'y a pas un mélange et un accent dans une de ces langues? Un accent qui persiste, ok. C'est une question qui est posée beaucoup par les parents des enfants bilingues, parce que les parents vraiment fassent la décision qui doit être faite si de continuer avec les deux langues de deux parents, disons, ou si de dévouer, comme de choisir une langue et de dédier tout le temps avec l'enfant dans cette langue. Et la réponse avec laquelle je voudrais commencer, c'est qu'il n'y a pas une capacité de langue où on dit « OK, et maintenant c'est maternel ». Et en fait, ce qui est même plus important, c'est que c'est absolument possible d'avoir une capacité très haute dans 2, 3, même 4 langues, surtout si les langues sont présentées pendant les enfances. Puis, ma première conclusion doit être n'évitez pas d'avoir plusieurs langues autour de votre enfant. C'est très bénéficiel et c'est une opportunité qui est là une fois pendant l'enfance et c'est tout. Mais d'autre côté, pour être complète, je dois aussi mentionner le fait que pour la langue d'apparaître, pour la langue d'émerger, il y a une capacité innée, c'est une partie, mais l'autre partie, c'est bien sûr l'input, c'est le contexte, n'est-ce pas, le contexte langagier autour de l'enfant. Et si l'enfant a juste 1 heure de chaque langue, parce qu'il y a, disons, 10 langues autour de l'enfant, juste le temps qui est passé dans chaque langue n'est pas assez pour ce système de trouver les données nécessaires pour la langue de développer. Et à cause de ça, les enfants bilingues ou trilingues, etc., sont un peu plus tardifs dans leur développement. Et leur lexique parfois est plus limité que le lexique d'enfants du même âge qui est monolingue. Mais je voudrais finir ici, mais mentionner que demain, une des présenteurs, c'est Hélène Delage, elle est vraiment spécialiste sur les troubles du langage développemental. Et là, les questions comme ça seront répondues dans une manière beaucoup plus complète. Attendez, il faut prendre le micro, mais on va peut-être d'abord juste encore... Il y a madame qui voulait une question, puis après vous reposez votre question, s'il vous plaît. Merci. Je voulais ajouter sur ce sujet d'ailleurs que les enfants, même très jeunes, plurilingues, savent quelle langue employer, avec qui, d'instinct, avant que l'autre personne ait parlé. Ma question à moi, c'était... il semble qu'il existe une coordination des sens dans le cerveau. C'est-à-dire que, par exemple, quand on entend mieux quand on voit. En tout cas, de mon expérience personnelle, quand j'assiste à un concert, j'aime bien voir les musiciens. Et par exemple, c'est un violon tout d'un coup qui a un solo de violon, j'aime bien voir, ça m'aide aussi de voir qui joue, enfin pas qui joue, mais quel instrument est joué
à quel moment, etc. Et par exemple, aussi, une odeur peut modifier la perception de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend. Alors, est-ce qu'il y a un centre de coordination dans le cerveau? Comment ça se passe? Ok, merci pour votre commentaire. Et à propos de votre question, si je la comprends correctement, votre question concerne la source de la parole dans le cas du langage. Si on donne attention à la source de la parole, et oui, on donne beaucoup d'attention à la source. Dans les conditions moins bénéficiaires, comme disons s'il y a de bruit, on toujours regarde à la bouche de la personne qui parle. C'est très important, ça nous donne l'information additionnelle. C'est très important aussi pour les bébés. Les bébés, normalement, regardent à la bouche beaucoup. Et dans l'époque de Covid, où les bouches étaient couvertes par les masques, c'était pas du tout bénéficiel pour les enfants. Et plus généralement, le système auditif toujours automatiquement calcule la source du son. C'est un des 4 propriétés des sons qui sont calculées, la fréquence, l'intensité, la durée et la source. Et là, si vous voulez savoir les détails, la source est calculée par calculer la différence entre le temps d'arrivée du son à l'une oreille versus l'autre. C'est une distance très petite, c'est la distance qui correspond à la taille de la tête, mais c'est assez parce que le système et le calcul sont très, très, très précis. Et comme ça, on connaît toujours où est la source. Comme ça, c'est pour cette raison que de se trouver dans les auditoires avec le système très bien, très moderne d'audio, où on ne sait pas, où on sait ou ne sait pas où est la source, ça a vraiment fait beaucoup de différence. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok. Alors, madame, vous voulez continuer la question? Et puis après, il y a une autre question là-haut. Oui. Non, attendez, juste madame, après monsieur. Oui. À la base, ma question n'était pas le fait d'apprendre plusieurs langues, sinon l'accent. Hein. Donc, si on a une maman qui parle espagnol et un papa qui parle russe, on a tout le temps, toute la journée avec ses parents, la langue pure. Est-ce que après, tout d'un coup, on acquiert un accent donc, il y a une langue qui va dominer les autres après. Ok. Excusez-moi, j'ai oublié de cette partie de votre question. Par accent, l'accent ici signifie l'accent étranger. Ok. Oui, là, ça dépend du temps qui est passé dans chaque langue. Et c'est vraiment la proportion, je crois. C'est vraiment la fonction de combien de gens parlent une langue ou l'autre à l'enfant. Parce que pour savoir ce que produire, une personne, c'est pas vraiment assez. Parce qu'on a la taille de la tête est différente, tout le système est différent. Nous ne sommes pas identiques au niveau de taille ou des systèmes de production, n'est-ce pas? Et pour savoir quels sont des sons pas accentués, comment de ne pas avoir un accent, on doit être habitué ou exposé aux plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'on décide, c'est des facteurs comme ça qui décident s'il y a un accent dans cette langue ou l'autre. Et puis, s'il y a une langue qui domine, cette langue donne l'accent étranger aux autres langues, bien sûr. Très bien. Monsieur, oui. Alors, je vais reprendre le talent et prendre les 2 géants que vous avez cités, Saussure et Chomsky. Et puis,
pour moi, il y a le troisième géant, c'est Piaget, et c'est toute l'histoire du congrès de Royaumont, Chomsky-Piaget, c'est-à-dire certains ont interprété Chomsky pour Linguistic Instinct comme étant innéiste et ont voulu l'opposer à Piaget comme étant constructiviste. Et qu'en est-il maintenant de cette polémique du congrès de Royaumont? Pour Chomsky, le public a pris cet instinct langage, et puis pour le talent, on aurait la phase sensible, auquel vous avez quand même ajouté quelques éléments, c'est-à-dire maintenant on sait que c'est quand cette phase sensible se termine, on pourrait même dire qu'on sait quand cette phase sensible se termine, et c'est de cette phase sensible que dépendra le talent, c'est-à-dire l'ouverture durant la phase sensible. Pour Chomsky, quand on dit l'instinct langage, on oublie la contribution essentielle de Chomsky, qui est récursivité, qui était présente dans vos phrases avec la pronominalisation et avec les propositions subjonctives que vous auriez pu ajouter. Tout ce qu'on sait sur le cerveau et le langage, est-ce que ça nous fait avancer sur ce problème du talent et du constructivisme? Merci beaucoup pour me donner une opportunité d'aussi mentionner Jean Piaget, dont oui, nous sommes dans l'auditoire qui est dédié à ce géant qui aussi enseigné à l'Université de Genève. C'est vrai que dans mon présentation, j'ai construit ma présentation du côté biologique comme Chomsky l'a proposé. Et vous avez mentionné le discours le débat entre Chomsky et Piaget qui a eu lieu et qui est présenté dans la science comme vraiment un débat de deux géants qui ont rien à partager, qui étaient absolument différents. Mais de mon côté, je crois que la différence entre eux définitivement existe, mais elle n'est pas du tout. Mais il y a beaucoup de similarités ici. Par exemple, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent pendant le développement. C'était Piaget qui a vraiment forcé cette idée, et pour Chomsky, cette idée aussi était absolument fondamentale. Et c'est vrai que pour Chomsky, ou pour Piaget, disons, la langue est construite. C'est vraiment une construction qui vient comme après la pensée, etc. Mais et là, il y a une distinction. Pour moi, Piaget est la source de beaucoup de connaissances de ce qui le cerveau d'enfant contient, comment est la perspective de l'enfant. Et bien que, oui, il y a des différences, je crois, qui sont assez grande, cette partie de Piaget et de constructivisme est une partie de psychologie générale, de n'importe quelle perspective on a. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, encore, on va prendre ces deux dernières questions ici, et puis après on va terminer. Non, ça va, c'est juste là. Ouais. J'aimerais juste revenir sur le talent pour apprendre une langue. Moi, je pense qu'apprendre une langue quand on est grand, c'est comme apprendre à skier quand on est grand. C'est très difficile, ça demande énormément d'efforts. Alors que quand on est petit, c'est gratuit dans les deux cas. Gratuit dans le sens d'effort. Et quand on demande, mais c'est difficile, c'est dur le ski, je dis toujours, non, je connais des enfants de 4 ans qui skient très bien. C'est dur d'apprendre le français. Non, je connais des enfants de 4 ans qui parlent très bien le français. On arrive, on est grand, on essaye les deux choses.
c'est une horreur. Merci, oui. Oui, alors, allez-y, oui. Alors, j'avais 2 questions. Je vais essayer de... La première, c'était d'essayer de savoir si le fait de parler des langues étrangères, est-ce que cela enrichit le fait de parler une autre langue? Enfin, est-ce que les langues étrangères qu'on maîtrise, par exemple, moi je suis originaire du Cameroun et je parle 2 langues de 2 ethnies différentes. Est-ce que les connaissances de ces langues-là, si on part du principe qu'il y a des langues qui sont plus riches que d'autres, est-ce que cela fait que je puisse avoir une certaine maîtrise autre du français? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était quelle est la place ça, je sais pas, je vois la deuxième question, c'était quelle est la place de l'esprit quand on parle de cerveau? Parce que je sais qu'il y a des gens qui font des expériences de mort imminente et qui, après, maîtrisent une langue ou la parlent couramment. Donc, je voulais savoir un peu ce que vous pensez de ça. Ok, je commence avec votre première question et puis je vous demanderai de répéter votre deuxième question, on discute là. Pour la première question, si la question est si la connaissance des langues étrangères vous aide d'étudier une autre langue, oui, bien sûr. C'est un peu comme l'expérience. Quand on parle d'une langue, d'apprentissage d'une langue étrangère, c'est toujours le cas qu'il y a une langue maternelle, n'est-ce pas? Et cette langue maternelle a été apprise gratuitement, comme monsieur a dit. Ça, c'est la situation normale. Il n'y a pas de bénéfice là de la langue maternelle. Il y a le bénéfice parce que la langue maternelle est absolument requise pour le cerveau, pour établir tout type de choses, comme par exemple la pensée, pas toute la pensée, mais beaucoup de raisonnement, etc. Mais c'est la situation défaut, n'est-ce pas, d'avoir une langue maternelle, d'apprendre de l'autre. Si vous parlez si j'ai compris correctement, vous parlez d'une situation où il y a encore une langue étrangère et maintenant, maintenant on apprend une troisième langue. C'est ça? Oui. Là, la présence de la première langue étrangère vraiment ajoute beaucoup. Ça ajoute beaucoup de différents aspects parce que, par exemple, c'est beaucoup moins il y a moins de peur d'apprendre la deuxième langue étrangère. On a déjà eu la première expérience. Aussi, le fait que la première langue étrangère existe ainsi que la langue maternelle, ça signifie que vous avez appris de types de structures syntaxiques ou de sons ou de sémantiques, etc., et tout ça, de 2 langues. Et ça vraiment aide avec la troisième langue parce que vous reconnaissez, comme ça on peut reconnaître quelques phénomènes là, de réappliquer la connaissance qui est déjà là parmi à propos des autres langues à cette troisième langue. Et je voudrais aussi mentionner que notre deuxième discutant, présenteur demain, c'est Alexis Hervé Adelman, qui est déjà ici, qui est ici aujourd'hui. Il va parler des questions de multilinguisme et j'espère que des questions comme ça seront discutées. La deuxième question, c'était pas très clair, mais peut-être, donc vous parliez d'un effet de la... Oui. La deuxième question, c'était la place de l'esprit quant au cerveau, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des expériences de mort imminente ou qui reviennent de coma et qui se mettent à parler une langue de façon très précise, comme s'ils avaient toujours étudié. Alors, il y a eu des cas de personnes dans le coma puis qui sont sorties du coma puis qui commencent à parler une autre langue ou voilà, d'une autre manière en fait. Coma, c'est quoi? Comment? Ah, comment? Ok. C'est l'esprit, vous avez dit. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'un coup, alors on a un fort traumatisme, on va dire,
qui va pouvoir faire que tout d'un coup notre manière de traiter le langage peut changer. Ah, ok. Je vais essayer d'adresser cette question. Il y a des cas comme de traumatisme, comme disons pendant en résultat de l'AVS, l'accent de la personne change. En résultat de l'AVS, en fait, beaucoup de choses peuvent changer si la personne a une aphasie. La personne peut, par exemple, peut comprendre tout, mais ne pas être capable de produire de phrases. Ou même parfois, les mots individuels seront difficiles de produire. Si le cortex moteur, par exemple, est impliqué dans l'hémisphère gauche. La situation très intéressante, c'est que c'est l'émergence de l'accent après le AVS. Ça arrive parfois. Pourquoi ça arrive, on ne sait pas, mais on a noté que la production de personnes avec aphasie n'est pas toujours la même qu'avant aphasie. La réponse probable, c'est que la fonction moteur est lésionnée et abîmée, et comme ça, la production n'est pas précise comme d'abord, et c'est pour cette raison que l'accent apparaît. Mais c'est vraiment un accent, c'est pas vraiment un accent dans le sens net de ce mot. Okay. Super, donc je vous remercie encore beaucoup. Je remercie à Nina pour cette excellente présentation, et je vous donne rendez-vous demain. Merci. Merci.